René Agossa, une fois encore, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir renouvelé d'être avec vous. On commence cette émission par un dossier plus ou moins brûlant. Il s'agit de Paulin Akpona, ministre, sinon ex-ministre de l'énergie, de l'eau et des mines, suite à sa déclaration du 21 juin dernier à Parakou. Il a été débarqué par le chef de l'État, Patrice Talon. Et une réaction immédiate, on peut le dire. Oui, d'abord, il faut dire que le chef de l'État a mis de l'ordre dans son équipe, comme d'habitude. Il a rapidement, comme cela se doit, montré que l'autorité de l'État est incarnée et que cela s'exerce dans le pays. Parce que le ministre, n'étant pas dans les normes de la discipline gouvernementale, le chef de l'État a pris ses responsabilités pour mettre de l'ordre et mettre chacun devant ses responsabilités. D'autant plus que nous sommes dans un pays où chacun doit jouer son rôle. Chaque institution doit jouer son rôle. Le ministre Akpona n'est pas le procureur de la République pour aller devant le peuple, procéder à un jugement public. Ce n'est pas un procès public qu'il peut faire. Il n'a pas ce droit, il n'a pas cette qualité. Et surtout qu'il est membre d'un gouvernement. Il a juste dénoncé. Non, il n'a pas cette qualité. La dénonciation ne se fait pas en suivant cette procédure. Il y a une procédure désormais. Cette dénonciation crée, bien sûr, la confusion. Puisque cette dénonciation, ça vous rapporte quoi? Vous savez qui a raison, qui a tort maintenant? Vous n'avez pas su. Donc, si ça suivait une procédure normale, chacun va assumer ses responsabilités. Lui va assumer les responsabilités qui lui reviennent en tant que ministre, et les institutions chargées, bien sûr, d'aller enquêter et de trouver s'il y a faute ou pas et de pénaliser existent dans le pays. Donc cela n'est pas normal qu'il fasse ce qu'il a fait. Et le chef de l'État a tapé du poing sur la table pour qu'on sache que dans ce pays, on est géré et que nous sommes dans un pays de droit où chacun doit désormais jouer son rôle. Chaque institution doit jouer son rôle. Le chef de l'État a réagi. Une autre réaction, c'est celle du Haut Commissariat à la prévention de la gouvernance de la corruption, dirigé par Maître Jacques Aktiefon Migan, qui s'est s'auto-saisi du dossier et mis en place une commission de vérification technique. Ouais, c'est le rôle de cette commission, puisque c'est de lutter contre la corruption, de prévenir d'ailleurs les actions de la corruption. Donc dès qu'il y a soupçon quelque part, il est normal que cette institution réagisse. Donc c'est ce que je disais tantôt, chaque institution joue son rôle. Cette institution a saisi ce dossier et joue son rôle constitutionnel. De la même manière, le ministre qui a été incriminé a porté plainte. Il ne s'est pas mis à crier partout pour dire qu'il y a non, il a porté plainte. Ça là, voilà aussi un comportement qui est digne de quelqu'un qui respecte l'état de droit. Donc le président Migan qui se met déjà en branle et qui a mis en branle plutôt ses structures pour pouvoir apporter la lumière qu'il faut au niveau de ce dossier, c'est légal et cela va dans le sens du bon fonctionnement de nos institutions dans le pays. Donc, et dès que lui finira son travail et qu'il y a d'autres choses à faire, ça va se poursuivre. Et les Béninois seront maintenant fixés au lieu d'être dans la chamaille et de fréquenter les chapelles de coépouses ou de commérage à tout moment. Maintenant, ça va s'arrêter. Nous avons les structures qui s'occupent de ces dossiers, qui s'en occupent, et nous allons certainement avoir les résultats d'ici à là. Et pour que ça marche. En attendant ces résultats-là, il y a l'Assemblée nationale également qui a été saisie par l'opposition. Je ne sais pas si c'est de ça dont vous parlez. L'opposition peut chercher à comprendre. Allusion à parler de chamaille. Non, je parle de chamaille, de ceux qui disent que c'est un complot au niveau du gouvernement et qu'on a poussé, tel a dit ça, qu'il y avait des choses là-dedans et que des trucs sont cachés, qu'il a dit. Non, on n'a pas besoin de tout ça.
il a parlé, il a présenté ses excuses lui-même pour dire ce qu'il a dit, mais il a déjà parlé. Il a déjà parlé. Et vous savez que l'appareil, c'est comme un œuf. Quand ça s'éclate, on arrive à tout ramasser. Donc, ceux qu'il a éclaboussés un peu partout, donc ceux-là vont voir si, en fait, il faut accepter son excuse ou pas. Donc, c'est clair. Et c'est pourquoi je dis que cette chamaille va s'arrêter maintenant. D'autant plus que les institutions qui doivent s'en occupent désormais. Au Parlement, si un député veut comprendre plus, il y a la question au gouvernement. Il faut formuler une question au gouvernement pour comprendre mieux, etc. Et ce qu'il faut questionner aujourd'hui, c'est le ministre en charge maintenant de l'eau et de l'énergie qui doit plutôt donner des informations s'il y en a. Donc voilà. Et je crois que nous devons être très, très heureux du fait que nous soyons aujourd'hui dans une stabilité institutionnelle et qui fait que chaque chose est à sa place. Et c'est ainsi la République. Donc, dès que chaque chose se retrouve à sa place et que les procédures sont respectées, on arrive à détecter là où se trouvent les failles. Et dès qu'on détecte là où se trouvent les failles, on situe les responsabilités. S'il faut sanctionner, on sanctionne. S'il faut corriger quelque chose, on corrige. Et la République continue. Et nous nous occupons des problèmes les plus sérieux et permettre à ce que le développement continue. D'aucuns disent que la mouvance vient de donner un coup de main à l'opposition qui cherchait des failles dans la gestion lorsque un membre du gouvernement sortent et disent des choses comme ça, c'est que il vient confirmer en griffe ce que dénonçait l'opposition. L'opposition dénonçait quoi? Si l'opposition dénonçait quelque chose, c'est qu'il fallait apporter des preuves. Si ce que l'opposition dénonçait en temps même, il fallait apporter des preuves. Nous ne sommes plus dans une situation où il faut se lever et dire du n'importe quoi sur n'importe qui. Non. Si vous voulez dénoncer des choses, vous apportez des preuves. Vous dénoncez ce qu'il faut dénoncer et vous justifiez que voici ce que j'ai dénoncé et voici les preuves de ce que je dis. Donc ici, qu'est-ce qu'on apporte comme l'eau au moulin de l'opposition? Non, rien du tout. Il y a eu quelque chose, la clarification qui doit être apportée est en cours. L'opposition aussi, elle veut aussi apporter une clarification. Elle va à la recherche de la vérité. Et le moyen qu'elle a aujourd'hui, c'est au Parlement. C'est au Parlement. Une commission d'enquête ou interpeller le gouvernement par une question au gouvernement et comprendre plus. C'est ce qu'on peut faire. Et avant ça, on ne peut pas alors anticiper et condamner ou bien préjuger du fait qu'il y a eu telle ou telle chose. Non. Nous devons attendre et eux-mêmes ils doivent attendre qu'il y ait déjà une clarification et qu'ils aient les preuves des propos qui ont été tenus. S'il n'y a pas de preuves, alors il ne faut pas qu'il soit, comme je l'ai dit, dans une chamaille inutile, puisque cela n'apportera rien. Ça n'apportera que des petits problèmes de rue. Des gens seront en train de dire si, oui, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, des hypothèses, etc. Non. Nous avons fini avec cette étape. Nous sommes déjà dans une situation où on peut mener les démarches, qu'on est en train déjà de mener des démarches pour que la vérité soit au soleil. Irénée Agossa, pour finir sur ce sujet rapidement, quelles conséquences pourrait avoir cette affaire-là sur la dynamique du groupe au sein de la mouvance présidentielle? Moi, je ne vois pas qu'il y ait de conséquences extraordinaires. Il serait juste maintenant, bien que si n'importe quel ministre veut aller parler, que le ministre sache que la parole publique est vraiment délicate. Elle est délicate. On ne tient pas la parole publique dans n'importe quelle condition et dans n'importe quelle situation. Il faut avoir les preuves de ce qu'on dit. Même si tu es membre du gouvernement. Cela ne veut pas dire que si tu es membre du gouvernement, tu peux dire tout ce que tu veux, de qui tu veux. Non. Même de ceux de l'opposition. Tu ne peux pas dire n'importe quoi sur eux. Et cela doit apprendre aussi à ceux de l'opposition. On ne dit pas aussi du n'importe quoi sur n'importe qui. Ça enseigne à tout le monde. Donc, et c'est la preuve dans notre pays que tout le monde, nous sommes tous égaux devant la loi. Et ça, c'est un principe cardinal de l'état de droit. C'est un principe cardinal de l'état de droit. Donc, il n'y a pas quelque chose à faire que de tirer cette leçon et de reconnaître que désormais, on ne peut plus aller dire du n'importe quoi sur n'importe qui et n'importe où.
Et ça doit enseigner tout le monde. Et je pense que depuis maintenant, avec les dossiers qui sont au tribunal et même ce qui vient de se passer, on sait qu'il n'y a plus d'exception en la matière. Vous êtes en train de confirmer les propos du secrétaire général adjoint porte-parole du gouvernement, Wilfried Liangbe, qui disait que si on demande aux citoyens d'être responsables, il faut que ceux qui dirigent également soient responsables. Absolument. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Donc dès que vous êtes libre de dire ce que vous pouvez dire, sachez que en retour, vous serez responsable de ce que vous avez dit, quel que soit votre rang social, quel que soit le poste que vous occupez dans le pays. C'est clair maintenant. Irénée Agossa, on a constaté que en débarquant, je le dis ainsi, Paulin Akpona du gouvernement, le chef de l'État ne l'a pas remplacé par un autre membre, mais il a juste, je reprends une certaine expression, surchargé Didier Tonato, qui était déjà ministre de 2 portefeuilles. Il a bien sûr remplacé puisque le poste n'est pas vacant. Donc aujourd'hui, le poste de ministre de l'énergie et de l'eau est assumé par un autre ministre qui était plutôt au gouvernement. Donc ce que vous appelez surcharge de responsabilité, cela relève des compétences du chef de l'État. Le chef de l'État est le chef du gouvernement, président de la République, et c'est lui qui assume cette responsabilité. C'est lui qui connaît les compétences qui sont autour de lui. Et c'est lui qui coordonne toute l'action gouvernementale. Donc, il revient à lui de dire comment il répartit les tâches. Donc, vous, de loin, vous pouvez penser que tel ministère est surchargé. Non, puisque le cabinet une seule personne pour quasiment 3 ministères. Le cabinet du chef de l'État coordonne les actions du ministre. Les ministres, ce n'est pas simplement, et même s'il y avait 20 ministres, 30 ministres, le chef de l'État est informé de tout ce qui se passe au niveau du gouvernement. Donc, la procédure pour qu'on aille au niveau du Conseil des ministres avec les dossiers est une procédure qui est fixée, qui est claire et gérée par les cadres. Et je veux dire ici que le chef de l'État est le seul compétent à la matière. Il est le seul compétent à la matière. Il peut dire, par exemple, que, compte tenu de la situation financière du pays, compte tenu de là où je vais, il est inutile aujourd'hui de reprendre un autre ministre et je préfère profiter de cette occasion et gérer, bien sûr, la charge salariale qui va se réduire, etc. Donc on parle de dispersion c'est lui seul de compétences. Il y a pas là où vous voyez efficacité, donc on parle de dispersion de compétences. C'est lui qui gère et nous ne pouvons que le juger à travers les résultats. Et les résultats qui ici seront connus là et qui sont là maintenant. Et il faut voir si en fait les ministères qui ont été cumulés en temps, est-ce qu'il y a des failles? Non, puisque ce n'est pas pour la première fois. Donc si le PAG2 s'exécute convenablement, alors ça veut dire que le chef de l'État a une méthode de gestion, c'est-à-dire un management qui convient bien sûr à la gestion de ces crises. C'est lui qui a la compétence. Donc on ne peut pas lui dire de faire tel ou tel. Et on ne peut pas lui reprocher du fait d'avoir fait ça de telle ou telle manière, puisque c'est lui qui connaît comment ce gouvernement fonctionne. Et c'est son rôle. Personne ne peut l'accuser pour ça. Donc on ne peut que le juger à travers les résultats. Pour dire que dès que vous avez fait ça, les résultats n'ont pas été bons, en comparant les résultats après, bien sûr, l'acte, aux résultats qui étaient prévus au niveau du gouvernement en ce qui concerne l'exécution du programme d'action. Donc aujourd'hui, nous n'avons aucune preuve pouvant permettre de dire si ce que le chef de l'État a fait est bon ou mauvais, mais nous avons au moins la preuve qu'il est toujours dans ses compétences et il joue son rôle constitutionnel en maintenant le gouvernement et en faisant que ce poste ne soit pas vacant. Allez, en tout cas, le poste de président de la République, lui, ne sera pas vacant, même si il y aura changement en 2026, en mai 2026, et plus précisément, avant les élections, il y aura ces élections, avant l'élection présidentielle, en avril, il y aura les communales et municipales, ainsi que les élections législatives, élections couplées en janvier 2026. On parle déjà de cette année électorale, mais Irénée Agossa, et je crois que vous l'observez aussi avec moi, il n'y a pas grand mouvement
Et pourtant, cette année 2026 marque un tournant décisif dans l'univers sociopolitique du Bénin, puisque le chef de l'État, Patrice Talon, vous le savez, il le sait, lui-même le dit, chaque fois qu'il en a l'occasion, il va partir et céder le fauteuil en 2026. Et pourtant, grand mouvement ne s'observe. Mais c'est vous qui dites qu'il n'y a pas de grand mouvement. Ben, moi, je suis membre d'un parti. Je peux vous dire que l'activité au niveau du parti est intense. Et parce que vous êtes en train de parler seulement de l'élection présidentielle. Nous avons la grande échéance de 2026, janvier 2026. Les élections couplées. Les élections générales, où il faut désigner les candidats dans tous les arrondissements du Bénin. Vous savez combien ça fait? Pour être à jour. Et que ces candidats aient toutes les pièces à jour. Et que nous désignons tous ces candidats avec le suppléant. Et tous les candidats au niveau des circonscriptions électorales pour que nous soyons à jour au niveau de la Sénat. Et déposer ces dossiers. Vous voyez le nombre de dossiers que ça fait, le nombre de pièces et le nombre de conflits, de rivalités internes qu'il faut et juger et trancher au niveau d'abord des arrondissements, au niveau des communes et au niveau des circonscriptions électorales. Cela n'est pas connu du grand public, mais ça s'anime énormément. C'est une organisation interne terrible. Donc, ça s'anime, les débats sont menés partout pour désigner. Dites-nous. Et la campagne se mène. Et ici, aujourd'hui, nous sommes avec un système partisan qui a connu une réforme. Ce n'est plus comme en temps où vous avez les partis entreprises qui sont des entreprises privées et vous aurez le chef d'entreprise politique, le chef de parti. Et comme lui s'agite un peu, puisque tout se fait autour de lui, et tout le monde commence par dire qu'il y a agitation, il y a ça. Maintenant, c'est plus ça. C'est les partis politiques qui s'organisent. C'est les partis. Donc, c'est des travaux qui se font au niveau de toutes les structures. Vous apprenez que le président de UP Le Renouveau va rencontrer les structures de Matéri, les structures de Nati Tengou, les structures de Malanville. Vous pensez qu'il est en balade? Quand on apprend que la haute direction va rencontrer telle structure, vous pensez que c'est pour aller et voir les beaux yeux de ceux qui sont là-bas ou bien sont en voyage de tourisme? Non, ils sont allés pour travailler dans le cadre de la tenue des élections. Donc, et ça, c'est capital pour nous. C'est celui qui va gagner les élections générales. C'est lui qui va diriger le pays. C'est lui qui va diriger le pays. Donc c'est un travail de sous-marin qui se fait. C'est un travail qui se fait. Et dès que vous rencontrez les populations, vous devez apporter solution aux problèmes que vivent les populations. Il ne s'agit pas d'aller voir les populations et leur dire, cette fois-ci, tenez de l'argent, tenez ça. Combien tu peux donner à tout le monde pour pouvoir avoir les 20% par circonscription électorale. Irénée Agossa, je viens. En fait, ce n'est pas de ça qu'il est question. Lorsqu'on parlait d'animation avant, on voyait au moins les partis politiques descendre sur le terrain pour quand même faire des débats contradictoires, faire tout ce qu'il faut. Et on sent que bon, tel parti a fait activité l'autre semaine, cette semaine-ci, c'est tel parti. Mais on voit que ça ne s'anime pas comme ça. Ça s'anime, ça ne peut plus s'animer sous cette forme-là. Parce que nous sommes aujourd'hui avec une réforme qui a restreint, bien sûr, le champ d'animation. Non, pas de champ d'animation, le nombre de partis. Parce qu'en temps, vous étiez avec 300 partis où n'importe qui pourrait se lever et dire que lui, là, il est candidat et qui peut dire ce qu'il veut, etc. Mais ce n'est plus ça. Vous voyez, on va parler des micro-candidatures. Vous allez voir maintenant que la parole publique est respectée. Vous ne pouvez plus prendre la parole n'importe comment. Vous avez vu le cas d'Akpona, de l'ex-ministre Akpona tout à l'heure. Et tout ça est codifié et bien géré au sein des partis politiques. Vous avez vu la réaction du bloc républicain face à son militant, Akpona. Donc aujourd'hui, tout le monde joue un rôle interne et forme ces militants pour que la parole soit respectée. Et ici, il ne s'agit plus de divaguer. Il ne s'agit plus de la chamaille inutile. Il s'agit de répondre aux besoins des populations à la base, de la base jusqu'au sommet.
du petit village jusqu'au niveau national. C'est ça le véritable problème. Et quand vous vous mettez à mettre en place un programme d'action qui serait conforme à ces différentes composantes de la nation et qui sont réparties à de différents niveaux géographiques, vous allez voir que le travail à faire est sérieux et qu'il faut bien aller rencontrer ces populations, d'abord les écouter et proposer quelque chose de mieux, aller les voir et leur montrer ce que vous avez proposé pour qu'il y ait correction afin que quand vous allez faire sortir vos propositions, que vos adversaires ne trouvent pas des arguments pour pouvoir vous déboulonner. Nous sommes dans une autre stratégie aujourd'hui et une autre conduite au niveau des partis. Donc vous ne pouvez pas voir l'animation des partis comme ça se faisait. Et vous-même, en tant que journaliste, c'est qu'aujourd'hui, les débats doivent changer de sens. Les débats doivent être thématiques. La question de l'énergie dans le pays, poser ces questions et commencer par inviter. On va les poser à qui? Mais poser aux partis, comme ça se fait partout. Lorsqu'on n'a pas votre programme d'activité, lorsqu'on n'a pas votre programme, je ne dirais pas de campagne, mais de gouvernance, comment est-ce qu'on peut vous... Exemple, aujourd'hui, tous les partis soutenant l'action du gouvernement, vous pouvez leur poser la question sur le PAG2. Puisque tout parti soutenant l'action du gouvernement est adhérent déjà au PAG2. Et ça, c'est chiffré. Et déjà, les étapes, on s'est fixé pour pouvoir juger de la réussite ou non de ce PAG2, on les a atteints déjà. Quand on parle de réforme du système partisan, moi je vois les gens qui disent que c'est les partis politiques, c'est les partis... Non, c'est toute la structure, tout le monde qui doit changer. Les militants, tout le monde, parce que ça prend en compte tout le monde. Aujourd'hui, le débat doit être thématique. Vous ne pouvez plus être dans les querelles de coépouses. Il a dit ça, il va faire ça. Non. On pose les véritables problèmes du pays et on débat sur les solutions. Exemple, la question de la création de l'emploi. Non, mais ça là, c'est une question sérieuse. Non, pendant qu'on y est, parce que vous avez géré la Sonacop, parlez-nous de l'état des mines au Bénin actuellement. Nous n'avons pas autant de richesses minières comme un pays à l'image de la République démocratique du Congo. Et donc, nous n'avons pas un potentiel minier qui, en fait, propulse le pays. Nous avons quelques aspects sur lesquels on peut travailler. Les pierres d'ornement qui sont au niveau de la Takoa, nous en avons suffisamment. Nous avons assez de calcaire pour pouvoir produire du ciment dans toute la dépression de la Lama. Nous avons un gisement de pétrole qui se trouve au niveau de la même nappe avec le Nigeria, puisque nous sommes tous sur la même nappe, où la profondeur ne nous permet pas d'avoir une exploitation qui nous permette de rentabiliser le coût aujourd'hui, compte tenu du coût du baril sur le marché. Nous avons aujourd'hui des potentialités dans ce domaine. Ça, nous n'avons pas pu les exploiter parce qu'il y a des situations qui ne nous permettent pas d'exploiter certains niveaux. Je peux dire qu'au niveau de l'hydrocarbure, que le président de la République a trouvé aujourd'hui que ce qui doit marcher entre le Bénin et le Nigeria, c'est de mettre en place cette dynamique de coopération qui permettra bien sûr à ce que le Bénin puisse bénéficier de ce voisinage, de cette puissance économique à côté et qui va permettre à ce que nous gérons bien certains aspects en ce qui concerne l'avantage que nous pouvons avoir au sein de la région. Ce problème qui se pose avec le Nigeria et nous, c'est un dossier sur lequel je préfère qu'on vienne aisément. C'est la question, bien sûr, des devises entre le Nigeria et nous, puisque le Nigeria et nous sommes dans le même espace, mais nous n'avons pas les mêmes monnaies. C'est un dossier sur lequel, moi, je veux bien intervenir et pour que nous puissions détailler tout ce que nous avons comme avantage là-dessus. J'en sais quelque chose parce que je suis bien sûr l'un des spécialistes dans ce domaine. J'ai toujours parlé du Nigeria et du Bénin et je peux vous dire ce que nous gagnons dedans. Nous avons d'énormes potentialités en matière de gaz que nous pouvons gérer avec le Nigeria en ce qui concerne la production de l'énergie électrique et l'utilisation du gaz domestique. Et ce qui est le problème du Bénin aujourd'hui, c'est le marché béninois. Nous avons un marché très restreint qui ne permet pas, bien sûr, à ceux qui exportent ce produit de s'intéresser à notre marché. Donc, puisque dès que vous venez sur un marché, c'est pour vendre. Et donc, si vous n'avez pas un grand marché qui intéresse les gens, il y a un problème. C'est pourquoi la coopération avec le Nigeria est
important. Est-ce que le Bénin peut se positionner en termes de plateforme de service? Nous pouvons le faire, bien sûr, dans tous les domaines. Parce que l'une des potentialités énormes de notre économie, c'est le service et le transit, le stockage. C'est ce que nous avons avec la façade maritime que nous avons. C'est pourquoi je vous dis que ces débats sérieux peuvent être menés et que nous avons la capacité d'en débattre avec n'importe qui et faire des propositions concrètes que nous sommes déjà en train de mettre en place au sein du parti. Sur chaque volet, si vous prenez l'hydrocarbure, ce que nous devons faire, nous avons déjà un programme là-dessus. En ce qui concerne les ressources minières, ce que nous voulons faire, des pierres d'ornement, dans la construction dans notre pays, nous avons déjà pensé à ça au sein du parti, parce que nous avons des compétences de ce parti qui travaillent et nous avons l'avantage aujourd'hui que nous pouvons en discuter directement avec les membres du gouvernement qui sont les pionniers en ce qui concerne la mise en œuvre du PAG2. Donc, la question de la capitalisation dans notre pays, pour que nous ayons les moyens pour le faire, ce n'est pas simplement d'en parler. Il faut avoir comment attirer alors les financements extérieurs pour que cela soit fait, ou bien comment mobiliser alors le capital au sein du pays, le capital national, pour pouvoir atteindre ces objectifs avec un environnement économique qui est ce que nous savons aujourd'hui, où que ce n'est pas la loi qui importe aujourd'hui, mais c'est la loi plutôt de la force. C'est les plus forts qui s'imposent aujourd'hui. Nous avons la loi de la force qui s'impose à nous, au moment où nous sommes un pays comme le Bénin. Alors, nous devons nous baser sur le renforcement de nos institutions et faire en sorte que la République soit maintenue et l'État de droit soit respecté. On va revenir à l'actualité, René et Josias Gossa. Je rappelle que vous êtes l'invité de Questions Actuelles de ce vendredi. L'actualité, c'est bien évidemment quelques sorties de l'ancien chef de l'État, Boni Yayi. Il est allé rencontrer des présidents d'institutions, dont Maître Adrien Rongbeji, chez lui à Djina, à Porto Novo. Cette sortie-là, comment est-ce que vous l'appréciez, son poids surtout? Bon, d'abord, avant de venir à votre question, je voulais conclure sur l'autre question qui parle, bien sûr, de l'activité des partis, bien sûr, avant les élections. Je veux vous dire que concernant l'élection présidentielle, tout se prépare. Tout se prépare. Vous savez qu'il doit y avoir, si des partis veulent, des accords. On ne met pas les accords au niveau de la place publique ainsi. Ça se négocie ligne par ligne. Mais nous n'allons pas venir exposer cela. Nous discutons avec plusieurs partis pour mettre en place tant bien que l'accord parlementaire et l'accord gouvernemental. Parce que nous savons que seuls nous ne pouvons pas atteindre les objectifs. Donc, ce travail se fait. L'UPR, c'est le plus grand parti politique. Mais ce n'est pas le seul parti du pays. Ce n'est pas le seul parti du pays. Et nous avons une vision. Nous ne sommes pas les seuls. Nous avons bien sûr d'autres qui soutiennent aussi l'action du chef de l'État. Et nous devons nous concerter. Tout cela se fait. Et sur la base d'une programmation bien établie. Donc, et l'autre chose, nous allons désigner les candidats, si c'est s'agit de la présidentielle, 6 mois avant les échéances. Vous aurez le temps de les connaître. Le secrétaire général adjoint a dit que ce sera le 12 octobre. Vous aurez le temps de les connaître et vous aurez le temps de débattre une fois au Bénin sur les programmes d'action et sur les hommes qui vont les incarner. Donc, cela ne serait pas fait comme en temps. Donc, vous avez vu le décalage.